propre PPGV qui est donc dépendante. L'enregistrement est renommé. Donc, je vous présenterai l'unité de recherche propre en présentant comment elle s'inscrit dans Purpan. Donc, d'abord, l'école d'ingénieurs de Purpan, en quelques mots, c'est une école qui a été créée en 1919 sur la demande d'agriculteurs du Sud-Ouest qui ont fait appel à des jésuites pour leur pédagogie, pour essayer de former les agriculteurs de demain, mais les demain de 1919. Entre-temps, il y a eu plein d'histoires. Il y a eu le fait d'avoir été reconnu d'école d'ingénieurs dans les années 60, puis il y a eu les années 80 avec l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche avec des missions de service public, le label ESPIG pour les écoles privées d'intérêt général, et on a rejoint l'INP en 2011, donc on fait partie, on est partenaire de l'INP, mais pas membre fondateur de l'INP. On forme 1300, il y a 1300 étudiants à l'école, donc ces 1300 étudiants, ils sont éparpillés en 2 campus, donc il y a le campus, alors je ne sais pas si vous allez voir le pointeur, je vais essayer de mettre le pointeur. Il y a le campus à Toulouse, qui est le site qui représente un peu toute cette région-là, qui fait tout le tour ici, qui est à cheval sur le périphérique qu'on ne voit pas derrière la ligne verte. Donc c'est le campus de Toulouse qui accueille la majorité des étudiants, et on a un campus qui est à une vingtaine de kilomètres de Toulouse avec une ferme expérimentale et une ferme de production avec un méthaniseur, avec des bâtiments pour faire des poulets de chair, avec un bâtiment de poules pondeuses, avec un bâtiment pour les vaches, avec des laboratoires d'agronomie. Et on voit normalement par ici, non en fait elles sont plutôt par là, les parcelles expérimentales d'agronomie. Donc on forme principalement des ingénieurs, la majorité de nos étudiants c'est des ingénieurs avec un titre ingénieur validé par la CTI et signé par le ministère de l'Agriculture. Donc c'est une formation en Bac+5. On a aussi une formation en Bac+3 qu'on a appelée Agro-Bachelor qui a commencé cette année. On forme aussi des licences commerce-vente et des licences pro en métier de l'élevage. Alors, pour la recherche à Purpan, en fait, on est 60 enseignants-chercheurs qui sont distribués en interne. C'est pour ça que sur la diapositive, là, j'ai mis organisation interne. Donc, ces 60 enseignants-chercheurs sont distribués dans 5 équipes de recherche en interne. Et ces 5 équipes de recherche, en fait, elles sont animées par une direction de la recherche et une direction de l'innovation qui permet d'avoir une stratégie à l'échelle de l'école en termes de recherche. Donc ces 5 équipes, c'est agrophysiologie et agroécologie, dans lequel en fait on rassemble les profs d'agronomie, de pédologie, de physiologie végétale à peu près. Une équipe de recherche qui travaille sur la physiologie animale et la nutrition, qui rassemble les profs de physiologie animale, les profs de neurologie et de biologie animale. On a une équipe qui fait agromolécules et agroalimentaire, sur lequel on travaille plutôt sur donc l'agroalimentaire et la qualité technologique des agromolécules produites dans les process de purification de produits, de choses comme ça. Et là, c'est plutôt les profs de chimie analytique, d'agroalimentaire, de chimie des procédés, de biochimie qui sont impliqués dans cette équipe de recherche. On a une équipe de recherche qui est autour des sciences humaines et sociales, qui est future des filières agricoles et agroalimentaires, dans lequel en fait on travaille sur l'organisation des filières, sur les filières courtes, les processus d'innovation dans les filières, sur les logiques d'acteurs et de développement durable. Et donc là, on rassemble en fait des enseignants-chercheurs en sociologie, en économie, en géographie. Et on a une dernière équipe en fait qui se charge plutôt de la biodiversité, de la télédétection et de la connaissance des territoires, dans lequel en fait on caractérise de façon écologique différents milieux agricoles et forestiers, en faisant appel à des disciplines de type télédétection, entomologie, écologie, dynamique des populations. Donc ça, c'est une organisation en interne, et par rapport à ça, en plus de cette coordination qui est faite à l'échelle de Purpan, on a un conseil scientifique avec des membres extérieurs, une vingtaine de membres extérieurs, qu'on réunit 2 fois par an pour accompagner nos stratégies de recherche à l'échelle de l'école. Alors après, sur site, en fait, nos enseignants-chercheurs sont aussi intégrés dans des unités de recherche. Donc la majorité de nos enseignants-chercheurs sont partenaires ou partenaires d'unités de recherche. Donc là, il y a la liste de toutes les unités de recherche. Donc on a des enseignants-chercheurs qui sont dans Genfis, dans Toxalim, dans LCPQ, donc le laboratoire de chimie et de physique quantique. On en a des chercheurs qui sont dans le LCA, dans l'UMR Agir, dans le LIST, qui est un laboratoire interdisciplinaire touchant les sciences humaines et sociales, dans Dynafor à Toulouse, dans Ecolab, et donc notre unité de recherche PPGV. Donc c'est assez complexe parce qu'il y a une espèce d'organisation bidimensionnelle pour chacun des enseignants-chercheurs intégrés dans ces unités de recherche, avec en fait la présence dans une équipe ne préfigure pas
la présence dans une unité de recherche. Donc, vous voyez, en fait, là, de nouveau, les 5 équipes. Et donc, dans chaque équipe, en fait, il y a plusieurs unités de recherche qui sont représentées. Il y a des membres de Agir qui sont présents au titre de l'économie dans notre équipe de recherche en SHS. Mais cette équipe de recherche en SHS a aussi des enseignants-chercheurs qui sont inscrits aux listes. Vous voyez que dans l'équipe agrophysiologie, nos agronomes, en fait, sont dans Agir. On a aussi des pédologues qui sont dans Ecolab. Et on a donc des physiologistes végétaux qui sont dans PPGV. Et pour les autres unités, vous voyez qu'en fait, on regroupe et on a aussi des chercheurs qui sont intégrés dans l'équipe agromolécules qui sont dans PPGV. Donc, ce qui fait une organisation un peu complexe et qui n'est pas toujours simple à présenter. J'espère vous l'avoir présenté un peu de façon simple. On va faire une petite focale du coup sur PPGV parce que en tant qu'enseignant-chercheur à l'école, en fait, moi, je suis directeur de l'unité de recherche PPGV, qui est donc une petite unité de recherche qui a été créée en 2016. En fait, l'objectif de la création de cette unité de recherche, c'était de regrouper des enseignants-chercheurs qui étaient déjà associés sur différents programmes scientifiques et donc d'agréger leurs compétences dans un champ disciplinaire non visible dans les UMR de rattachement ponctuel sur le site. Alors, quand je dis non visible, c'est plutôt lié au modèle, en fait. C'est-à-dire qu'on travaillait sur des modèles qui étaient nés d'interactions avec les entreprises et on avait des modèles des modèles de recherche qui n'étaient pas directement connectés avec les UMR sur site. Donc, on a choisi stratégiquement de nous regrouper entre nous, de faire force en tant qu'enseignant-chercheur de Purpan sur ces thématiques et d'exister auprès de l'HCERS et d'exister auprès de la DGER en tant qu'unité de recherche. Le deuxième objectif, c'était de constituer une nouvelle équipe d'accueil de doctorants dans le DCVAB. Donc ça, c'était un peu pragmatique parce que jusqu'ici, on avait des constructions qui étaient un peu alambiquées parce qu'on avait des enseignants-chercheurs qui étaient associés historiquement avec Toxalim au titre des métabolites secondaires qui pouvaient avoir un effet toxique sur les digestions. Et ayant perdu cette intégration dans Toxalim, du coup, on avait des enseignants-chercheurs qui étaient plus intégrés dans les équipes d'accueil de doctorants. Donc, on avait un besoin d'exister auprès de CEVAB en tant qu'équipe d'accueil de doctorants. Et ça nous permettait aussi, en troisième objectif, de construire un projet structuré à travers lequel la qualification des enseignants-chercheurs et la reconnaissance scientifique du groupe se développent à moyen terme pour envisager des nouvelles stratégies d'alliance. Donc, l'idée, c'était de se construire nous-mêmes en étant forts de nos stratégies de recherche, de nos axes de recherche pour exister sur le territoire toulousain, pour approcher, comme ce que je fais aujourd'hui avec vous, avec la FRAIB, en ayant une existence claire. Donc, on a créé ça en 2016. Puis, on a eu une démarche DGER qui s'est enchaînée avec une démarche ACES. On a été évalué de façon hors vague en décembre 2016. Donc, l'HCERS est venu avec un comité d'évaluation. En mai 2017, ils nous ont envoyé le rapport. On était évalué comme petite unité naissante. Et on a rejoint, sur les conseils de Stephen Ball de l'HCERS, on a rejoint la vague normale pour être réévalué en 2019. Et du coup, l'HCERS est venu en 2019. Alors, il y a marqué aussi sur la frise chronologique, en janvier 2018, je suis devenu directeur de PPGV, puisque à la création de PPGV, le directeur de l'unité était Jean Daïdé, et Jean Daïdé étant aussi directeur de la recherche à l'école, on trouvait judicieux de distinguer les deux têtes pour clarifier le message au niveau de notre environnement. Donc l'unité de recherche, c'est donc moi qui la dirige. On a un support technique et administratif avec 3 techniciennes, donc Coralie, Christelle et Lauriane, qui sont plutôt impliquées dans les labos de biologie moléculaire et dans la serre et la culture des plantes. On a Frédéric Poirieux, qui est en fait notre assistante un peu administrative, qui est en fait la secrétaire de la recherche à l'école, mais qui nous accompagne administrativement au sein de PPGV. On a 2 axes de recherche principaux. Je vais essayer de vous les présenter un peu plus en détail tout à l'heure. On a un axe autour des pathosystèmes et de la défense des plantes et un axe autour de l'accumulation des agromolécules. On est fait de 8 enseignants-chercheurs, donc 3 HDR. Donc, il y a moi, il y a Monique Berger qui est enseignante-chercheur en génétique et en physiologie végétale. Il y a Jean Daïdé qui est plutôt en génétique et en sélection végétale. Il y a Didier Kléber qui est plutôt en agronomie. Il y a Thierry Lagravère qui est plutôt en biologie cellulaire, en biochimie. Il y a Marielle qui est plutôt en biologie cellulaire et en biochimie. Il y a Olivier Geoffroy qui est en physiologie des plantes pérennes et en viticulture. Et il y a Olivier Rodriguez qui vient d'être recruté en biologie moléculaire et en physiologie végétale au sein de l'école. Donc, sur la représentation que je vous fais là, en fait, il n'y a pas de spécificité et d'implication à 100% dans un des axes des enseignants-chercheurs. On est trop peu nombreux pour ça, mais on a une espèce d'attraction plus forte dans un des axes, et c'est représenté un petit peu ici avec plutôt Monique qui appuie plus fortement sur l'axe 2, Jean qui appuie plus fortement sur l'axe 2, Didier qui appuie plus fortement sur l'axe 2,
Thierry qui en fait est plus à cheval que ça que ce qui est présenté ici, Marielle qui est plutôt sur l'axe 1, sur la protection des cultures, Olivier qui est plutôt sur l'axe 2 et Olivier qui est plutôt sur l'axe 1. Vous voyez aussi que sur le côté, il y a des barres grises qui débordent un petit peu. C'est parce qu'en tant qu'école d'ingénieurs, on a un réseau d'entreprises qui fait souvent appel à nous pour des questions de recherche un peu particulières. Et du coup, il y a souvent des enseignants-chercheurs qui sont impliqués dans des projets un peu externes. Par exemple, dans l'accumulation des métabolites secondaires, on a pu avoir des relations avec France Ginseng pour avoir un projet ponctuel autour d'optimisation de culture de ginseng pour accumuler les ginségnosides. Comme exemple. On a en ce moment 4 doctorants d'actualité au sein de PPGV. Donc, on a Anna qui travaille avec moi, on a Thomas qui travaille avec Olivier Geoffroy, on a Myrna qui travaille avec Thierry et avec moi, et on a Jean Brustel qui va travailler avec Jean Daidé et Monique Berger. Ça, c'est les thèses qui sont en cours d'actualité. On a eu une soutenance de thèse, on a eu 2 soutenances de thèse cette année. Robin Béguin et j'ai oublié son nom et je suis extrêmement désolé pour lui, mais ça va me revenir un peu plus tard. Et l'année dernière, on avait eu la soutenance d'Eva Petit. Et là, j'arrive plus à avancer, donc je vais enlever mon pointeur, parce que des fois, c'est le pointeur qui fait qu'on n'arrive pas à avancer. L'objectif général du projet scientifique de PPGV, c'est de comprendre la plante dans sa capacité à réagir à une agression, à une invasion, et à produire des métabolites d'intérêt. Donc, on utilise 3 approches pour ça. On a plutôt des approches physiologie, avec une particularité chez nous de travailler sur toujours la plante entière. On a une approche de pathologie sur des modèles réductionnistes. Donc, on développe des modèles d'études d'interaction plante-micro-organismes sur des pathogènes plutôt vasculaires. Et en génétique, on est plutôt dans des stratégies de pré-breeding. Ça veut dire qu'on a souvent des interactions avec des semenciers pour essayer de leur apporter des connaissances sur des marqueurs ou des compréhensions en avant de la sélection. Donc nos 2 axes, c'est compréhension des pathosystèmes et des mécanismes de défense des plantes pour l'axe 1, et le deuxième axe, c'est plutôt la caractérisation des dynamiques d'accumulation d'agromolécules d'intérêt. Sur l'axe 1, dans la compréhension des métabolites, je vais mettre toute la diapositive. En fait, on travaille principalement sur des pathogènes, des pathosystèmes vasculaires. On est plutôt sur des wilt disease avec un énorme sillon sur l'esca de la vigne, donc qui est une maladie du bois de la vigne, qui sera l'objet de la présentation scientifique qui suivra. Et on a une particularité, c'est de travailler sur les étapes précoces de l'interaction entre les pathogènes et le bois. Et quand ce qu'on appelle, nous, précoce, c'est dans les premières semaines, jusqu'à 6 semaines en fait, d'interaction, avec une focale sur les premières semaines d'interaction entre le bois et les pathogènes. Et une finalité qu'on a en partenariat avec nos entreprises, c'est de développer des moyens de lutte qui sont innovants contre ces pathogènes. Sur l'axe 2, on travaille plutôt sur la physiologie, la génétique, l'environnement, donc la triplette physiologie, génétique, environnement, pour comprendre l'accumulation de métabolites d'intérêt, de métabolites secondaires d'intérêt, que sont par exemple les glycosides de stéviol, qui sont un vrai sillon qui existe depuis 8 ans à l'école, avec plusieurs thèses encadrées. La rotindone, avec une deuxième thèse qui travaille sur la rotindone, qui est un métabolite secondaire du raisin et qui apporte l'arôme poivré. Donc on travaille à une échelle physiologique de la plante pour comprendre la dynamique d'accumulation de la rotindone au niveau des baies de raisin, et d'autres métabolites qui sont souvent des projets opportunistes liés à des entreprises demandeuses. Donc bien sûr, derrière, il y a une finalité qui est autour de schémas de sélection ou d'hypothèses pour adapter des itinéraires culturaux pour optimiser la production ou la diminution de ces métabolites secondaires. Donc voici quelques types de questions scientifiques qu'on se pose en fait dans ces axes. On travaille par exemple sur les tissus du bois, reconnaissent-ils les phytopathogènes vasculaires? Est-ce que les effecteurs de pathogènes vasculaires fonctionnent et quelles sont leurs particularités? Quelles sont les voies de colonisation des phytopathogènes dans les tissus du bois? Est-ce qu'il y a des traitements oxydatifs qui peuvent être utiles pour des solutions préventives et ou curatives contre le développement de phytopathogènes? On travaille aussi sur des outils de biocontrôle pour contrôler la progression de pathogènes. Et sur l'axe 2, on travaille plutôt sur l'impact de l'environnement biotique et abiotique dans l'accumulation de métabolites secondaires d'intérêt. Est-ce qu'on peut mettre en œuvre des programmes de sélection variétale pour sélectionner sur la quantité et la qualité des métabolites secondaires d'intérêt? Ou alors aller plus loin dans l'identification et la caractérisation dans une clé impliquée dans la variabilité de la composition de métabolites secondaires d'intérêt. Donc aujourd'hui, là, on va faire un petit zoom en fait sur des travaux de recherche qui ont plutôt lieu dans l'axe 1 et qui s'intéressent plutôt à un modèle de maladie de la vigne qui est l'esca de la vigne. Donc là, vous avez 2 photos d'esca de la vigne avec les symptômes foliaires, avec ces feuilles tigrées caractéristiques de l'esca de la vigne, et la maladie du bois avec de l'amadou au cœur de
au cœur du cep de vigne. Donc, ce que je vous propose, maintenant, c'est de basculer sur la troisième partie de ma présentation, qui va être une présentation scientifique pour essayer de vous donner un peu des résultats de qu'est-ce qu'on fait un peu en manip sur ces maladies du bois et quelles sont un peu les perspectives et ce sur quoi on travaille en ce moment. Donc pour ça, je vais d'abord commencer par une présentation de ce que c'est l'esca de la vigne. Donc l'esca de la vigne, c'est une maladie qui est aussi appelée Grapevine Leaf Stripe Disease, pour maladie avec des feuilles caractéristiques, symptômes de feuilles tigrées ici qu'on voit ici. C'est aussi appelé esca complexe parce que c'est une maladie assez complexe. Donc c'est une maladie du bois, ça veut dire qu'il y a des symptômes foliaires, mais principalement en fait cette maladie est caractérisée par des symptômes dans le bois. C'est une maladie du bois. Donc on voit ici un cep qui est tranché, qui a plusieurs années. Vous voyez la taille du cep. Hein. Et en fait la caractéristique de l'esca, en fait c'est une maladie qui a de l'amadou. Donc on voit ici en fait l'amadou, c'est la pourriture qui a au cœur du bois, qui est entourée de nécroses sectorielles qui peuvent être aussi ponctuées dans le cep. Ces nécroses en fait noires là rassemblent en fait des pathogènes, des phytopathogènes qui ont été caractérisés microbiologiquement. Donc c'est Phaomoniella chlamydospora, Phaocremonium minimum et d'autres Phaocremonium qui sont présents dans ces nécroses, qui sont donc des agents associés à l'esca. Et dans l'amadou, on trouve plutôt des pathogènes qui sont pas vraiment des pathogènes, excusez-moi, qui sont plutôt saprophytiques. C'est Fomidiporia mediterranea, Fomidiporia pluntwata, et qui sont en fait la cause de l'amadou. L'ensemble de cette symptomatologie au niveau du bois va entraîner dans les années de développement de la plante des symptomatologies aériennes. Donc on voit ici au milieu, dans les 5-10 ans après plantation, on va voir apparaître donc ces symptômes de feuilles tigrées au niveau du vignoble. Et ces plantes qui ont des symptômes de feuilles tigrées ont donc moins de rendement, elles ont une production viticole qui est moins bonne, mais surtout, elles révèlent aux viticulteurs que le plant est contaminé avec des pathogènes associés à l'esca, et que du coup, à partir de cette année de symptômes, sur les années suivantes, il y a la possibilité de voir apparaître en quelques jours un symptôme apoplexique, c'est-à-dire que la plante va être complètement asphyxiée par les pathogènes vasculaires, et en 48-72 heures, la plante va mourir totalement en fait. Mais ça peut être juste un bras de plante qui va mourir, et le viticulteur aura comme solution uniquement de couper le plant et de replanter. Ce qui est important à noter, c'est que jusque dans les années 2000, en fait, cette maladie a été contrôlée au vignoble grâce à l'arsenite de soude. Alors, quand j'ai dit arsenite de soude, vous avez complètement compris que l'arsenite de soude a été interdit pour ses causes réellement toxiques pour l'homme. Et donc, depuis 2001, il n'y a plus de solution au vignoble, en fait. C'est-à-dire les maladies du bois se propagent sans fin au vignoble, l'esca se propage, et ça cause, on évalue à 10 à 12% de pertes par an de production viticole. Et à l'échelle du marché français du vin, 10 à 12%, c'est un énorme enjeu économique. Alors, comment on peut étudier l'esca de la vigne? Alors là, je vous présente un peu sur une diapositive un peu de synthèse de différentes approches qui permettent d'étudier les maladies du bois de la vigne. Donc, on a cette interaction entre des micro-organismes et le bois, c'est-à-dire à l'échelle de la microflore du bois, avec un complexe de micro-organismes qui va donner de la symptomatologie au bois au niveau de plants qui ont le Young esca. Donc, c'est une maladie qui apparaît avant l'esca dans des plants jeunes. L'esca propre, on voit cet amadou entouré de nécrose, et des fois des maladies qui sont mélangées entre le BVA et l'esca, qui sont d'autres symptomatologies du bois. Là, il se passe des années entre le moment de l'infection et le moment des symptômes du bois. Et après, dans les décennies qui vont suivre, on va avoir la symptomatologie foliaire avec des nécroses au niveau des feuilles qui vont apparaître d'année en année de façon un peu aléatoire. C'est-à-dire qu'une année N, un plant peut avoir des symptômes foliaires, et l'année N+1 ne pas avoir de symptômes foliaires, et l'année N+2 basculer en apoplexie. Ça veut dire qu'il y a des années où il n'y a pas de symptômes foliaires sur un plant qui a déjà eu des symptômes foliaires. Donc pour étudier ça, en fait, on va se retrouver avec différentes approches. Il va y avoir la connaissance de la microflore du bois et du complexe de micro-organismes qu'il y a dans le bois, qu'on peut étudier très tôt. Il y a la décoloration, les nécroses, les interactions entre le bois, la virulence, la défense du bois, la virulence des pathogènes, des études d'interaction. Et après, il y a toute la complexification qui a lieu au vignoble, avec un contexte agro-environnemental de l'expression du ou des maladies, en fait. Donc, pour étudier ça, du coup, il y a deux approches qui se dessinent autour de ce schéma-là. Il y a une approche qui va être systémique. On va étudier le pathosystème à l'échelle agronomique, c'est-à-dire le pathosystème, c'est le plant âgé associé aux micro-organismes qu'il y a dans le bois, associé à un environnement du sol et un environnement de pratique viticole et un environnement, météorologique, en fait, un agro-environnement. Et il y a une approche plutôt réductionnelle, ce qui va être dire, essayons de développer un modèle d'étude de l'interaction entre le bois et les pathogènes, et en utilisant ce modèle d'étude, essayer de caractériser les interactions. Vous avez compris que nous, à PPGV, en fait, on a fait plutôt une focale sur ces approches réductionnistes pour étudier en fait la symptomatologie
sur des bois très jeunes, d'interaction avec des micro-organismes associés à l'ESCA. Et on est sur des interactions plutôt précoces, c'est-à-dire des interactions qui sont dans les premières semaines. Donc on voit que les symptômes au niveau du vignoble peuvent apparaître au bout de quelques années. Quand on est sur plusieurs semaines, vous comprenez un peu le sens du mot précoce à ce moment-là. Et donc pour ça, on a développé un modèle d'étude. Donc c'est des boutures de bois qu'on récolte directement sur des pieds-mères de plants de Vitis vinifera, donc qui ont des cépages particuliers. Donc on travaille principalement sur le cépage Cabernet Sauvignon. Et sur ce modèle, pardon, j'étais trop vite, et sur ce modèle, en fait, on va faire des trous à la perceuse dans le bois pour infecter le bois avec des mycéliums de champignons associés aux maladies de l'ESCA. Et on va caractériser dans les premières semaines, dans les premiers jours après la présence de ces mycéliums, des réponses du bois en termes de réponses phénotypiques, mais aussi en termes de réponses moléculaires, en termes de réponses du bois. Pardon. Donc la première chose qu'on va voir, c'est une symptomatologie dans notre modèle. C'est que quand on va traiter, donc je vous rappelle, il y a deux champignons, il y a Phaeomoniella chlamydospora, donc PCH, et il y a Phaeocremonium minimum, donc pémine. Donc ces deux champignons, en fait, quand on traite le bois, ils vont causer des symptômes. Donc on voit ici, en fait, une bouture coupée longitudinalement avec le trou à la perceuse, le dépôt du milieu de culture sans les champignons. Ben, on voit en fait que le bois va cicatriser, qu'il va y avoir une nécrose causée par la blessure, et c'est le traitement MOC, en fait. Quand on met pémine, bah, on voit en fait qu'il y a aussi une cicatrisation avec toujours une petite nécrose autour. On voit apparaître quelques nécroses qui sont assez faibles dans les vaisseaux qui sont en dessous et un petit peu au-dessus après traitement, mais qui ne sont pas très très puissants. Quand on met uniquement PCH, on voit apparaître une absence totale de cicatrisation avec des nécroses beaucoup plus fortes en ascendant et en descendant autour de la blessure. Donc on voit que PCH semble être un pathogène beaucoup plus virulent que pémine. Dans l'environnement naturel, en fait, les deux pathogènes sont toujours présents. Donc, du coup, on a aussi traité avec les deux pathogènes ensemble et on voit qu'avec les deux pathogènes, il semble que la symptomatologie au niveau macroscopique semble moins forte qu'avec uniquement PCH, comme si pémine avait une action un peu limitante en termes de virulence sur PCH, mais on observe quand même des nécroses qui sont ascendantes et descendantes autour de la blessure. On s'est intéressé à l'échelle microscopique au niveau de ces blessures. Et quand on s'intéresse à l'échelle microscopique au niveau de ces blessures, on voit en fait sans surprise que quand on a le traitement MOC, on voit apparaître un magnifique bourrelet cicatriciel qui apparaît grâce au méristème secondaire et du coup qui va recouvrir la plaie causée par la perceuse. On voit avec pémine en fait que ce bourrelet cicatriciel existe encore et qui recouvre en fait la plaie causée par la blessure. Et ce qui est très très étonnant et ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est qu'à l'échelle microscopique, quand on observe le traitement avec PCH, on voit en fait que le bourrelet cicatriciel est totalement absent. Il n'y a pas du tout de cicatrisation, comme si déjà PCH avait comme activité de virulence l'inhibition de la cicatrisation de la plaie causée par la perceuse. Et on voit quand on met les deux pathogènes, bah en fait, il y a une bourrelet cicatriciel qui naît, vous voyez, il est minime ici. Et ce qu'on croyait être assez proche entre PCH et PCH plus pémine, en fait, est assez différent, puisqu'il y a quand même une croissance d'un bourrelet cicatriciel, mais qui n'est pas suffisant pour arriver à bloquer totalement la plaie. Donc on voit que l'étudiant qui a fait ça en thèse, qui est Jérôme Bouzoulet, on voit en fait qu'il a fait des analyses sur différents plans, sur une vingtaine de plans, et on voit que statistiquement, en fait, le bourrelet cicatriciel causé par PCH est beaucoup plus petit que celui causé par pémine et le MOC, alors que quand il y a les deux champignons, en fait, on a plutôt un phénotype intermédiaire qui n'arrive pas à se distinguer dans les deux. Et bien sûr, la mesure qu'on voit là, en fait, on la voit encore derrière, c'est ce qui correspond à cette mesure avec les flèches jaunes de la croissance du bourrelet cicatriciel. On n'a pas à mesurer en fait ce qui apparaît après, qui aurait donné des différences statistiques beaucoup plus fortes. Donc à partir de là, on s'est dit, mais comment la colonisation va se passer à partir de ce tissu qui apparaît dans les 3-6 semaines après traitement. On est toujours dans un temps précoce. Donc on s'est intéressé à essayer de voir quelles étaient les voies de colonisation du pathogène dans le bois. Et pour ça, en fait, Jérôme Bouzoulet a lancé une manip avec de la safratine eau et du bleu astral. Avec un colorant, alors là, je n'y arrive pas à faire passer, avec du chalcofluor pour avoir un colorant non spécifique des champignons, mais pour essayer d'identifier dans ces tissus blessés la présence de champignons ou pas. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus de fluorescence dans les plants traités avec PCH que dans les plants traités avec le MOC. Mais malheureusement, on n'avait pas d'outils spécifiques qui nous permettait de distinguer de façon, d'identifier parfaitement le fait que ces points étaient PCH. Et on observait aussi dans les traitements MOC qu'il y avait des vaisseaux qui étaient colonisés par des champignons qui étaient révélés par le chalcofluor. Donc, on a du coup développé dans l'équipe l'idée d'avoir des OGM en fait de ces champignons associés aux maladies du bois. Et du coup, on a développé des OGM de pémine et PCH qui expriment la GFP.
pour essayer d'identifier dans les tissus du bois, dans les semaines après infection, où allaient ces pathogènes spécifiquement. Donc on voit ici sur la partie de gauche en fait l'interaction avec pénine GFP, on le voit ici sur boîte de pétri avec les spores de pénine qui apparaissent après transformation, et on voit 12 semaines après infection que les tissus du xylème semblent être bien envahis par des ifs de pénine GFP, et on voit ici en coupe longitudinale que ces ifs ont l'air de pousser assez facilement dans ces vaisseaux du xylème. Et on voit qu'au niveau des fibres, en fait, on a aussi de la contamination, enfin de la colonisation liée aux champignons pénines. On voit ici qu'il y a un vaisseau qui nous a un peu surpris parce qu'il avait, sur cette observation microscopique, une fluorescence un peu particulière avec un halo rouge et une absence totale de champignons, et on a juste été interpellé par ça. On voit ici les résultats avec PCH, on voit aussi avec PCH que les vaisseaux du xylème sont bien colonisés. Pour information, Pémine, en fait, on est la première équipe à avoir fait la colonisation avec la GFP dans les tissus du bois, alors que pour le PCH, il y a une équipe de Poitiers qui avait publié quelques temps avant, en fait, la même chose que nos travaux, mais ces travaux ont été publiés à l'occasion d'une étude de la transcriptomique des pathogènes en présence de tissus de bois. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est la question à laquelle on a essayé de répondre autour du fait de est-ce que les tissus du bois répondent précocement à la présence de pathogènes. Et pour analyser ça, en fait, on s'est remis en tête le modèle d'invasion de la publi de Cook qui était sorti il y a quelques années avec aussi Bart Thomas dans les co-auteurs sur le développement du modèle d'invasion qui permettait d'avoir un modèle plus général d'interaction plante-micro-organisme qui est basé autour du fait qu'il y a un cortège moléculaire qui est associé à l'invasion causée par les micro-organismes qui va être perçu par des récepteurs et qui va donner une réponse, et cette réponse va donner en fait la possibilité de colonisation ou non de colonisation selon les réponses de la plante. Donc nous, on s'est posé la question, c'est est-ce que la plante de vigne, le bois de vigne est capable de percevoir ces pathogènes, et est-ce qu'il est capable même de les distinguer? Et donc, est-ce qu'il y a une réponse induite causée par le cortège moléculaire associé à pénine et PCH? Et dans ces cas-là, comment caractériser cette réponse induite? Et est-ce que cette réponse est différente selon les pathogènes ou selon le mélange de pathogènes? Et donc pour ça, on a repris ce schéma un peu caricatural de comment une plante réagit. Donc on a le génotype avec qu'est-ce qui peut arriver grâce au génome, qu'est-ce qui semble arriver grâce au transcriptome, qu'est-ce qui va faire que ça va arriver grâce au protéome, et qu'est-ce qui arrive vraiment grâce au métabolome. Donc on a toutes ces échelles-là, bien sûr, c'est plus complexe que ça, et dans le transcriptome, il y a déjà des acteurs de la défense, et dans le protéome, il y a déjà des acteurs de la défense, etc., etc. Donc c'est une vision un peu caricaturale. Donc bien sûr, on a en arrière, en fait, les facteurs environnementaux qui vont influencer sur le flux d'informations causé entre le génotype et le phénotype. Donc, sur ce schéma-là, nous, dans PPGV, on va s'intéresser à différents blocs. Donc, on va s'intéresser au bloc transcriptome. Et autour du bloc transcriptome, je vous ai mis la photo des deux thésards qui sont et étaient impliqués dans cette approche transcriptomique. C'est Romain Pierron et Anna Roméo. Et donc, on s'est intéressé avec eux deux à l'échelle transcriptomique. C'est-à-dire, dans un temps très précoce, comment l'expression de gènes est modifiée par la présence des agents pathogènes associés à l'ESCA. On s'intéresse à l'échelle métabolome. Donc là, c'est avec Anna et avec un partenariat avec Virginie Puech. J'ai vu qu'elle était dans le public et Bernard Dumas. Et donc là, à cette échelle-là, en fait, en interaction avec Justine Chervin, qui travaille au LRSV, on s'intéresse à la réponse métabolomique. Donc on est sur des temps un petit peu plus tardifs. On est sur des 3 semaines, 6 semaines après infection. Mais on s'intéresse à distinguer en fait la réponse métabolomique du bois à ces pathogènes. Et enfin, on a un dernier axe sur lequel on s'intéresse aux facteurs environnementaux. Et donc là, vous voyez apparaître Myrna Al-Sarraj qui nous a rejoint au mois de mai. On est avec Thierry Lagravère, qui est un collègue de PPGV. Ici, vous voyez Philippe Rolshuysen, qui est un professeur de l'université de Riverside en Californie. Et en fait, avec ces 3 collègues, en fait, on s'intéresse en fait à des facteurs environnementaux influençant ces transcriptomes et ces métabolomes via une hypothèse de variabilité de microbiome présent. Donc, on est à une étape en ce moment de caractérisation des microbiomes des plants de vigne, dépendant de l'environnement, de la génétique, mais aussi dépendant des processus de greffe à la pépinière. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais faire plutôt une focale sur la transcriptome en vous montrant les résultats qui sont à l'origine de notre validation d'hypothèse de réponse différentielle du bois à pémine et à PCH et O2. Pour ça, en fait, je vais vous présenter les résultats de Romain Pierron. Donc, en fait, ce qu'on a fait pour évaluer ça, en fait, pour évaluer ces réponses induites, on a analysé les variations d'expression de 11 gènes de défense déjà connus au niveau de la vigne,
au niveau des blessures infectées par Pémine et ou PCH. Donc on s'est intéressé à des gènes de défense comme la PAL, la LOX, donc la PAL qui est plutôt en amont de l'acide salicylique, la LOX qui est plutôt en amont de l'acide jasmonique. On s'est intéressé à des calmonulines en lien avec le calcium. On s'est intéressé à des PR-protéines, à des STS, on s'est intéressé à d'autres PR-protéines, on s'est intéressé à des PIN, à des TL et à une cell wall inverse qui jouent un rôle dans l'interaction puits-source. Alors, qu'est-ce qu'on a observé grâce à Romain sur ces approches RT-PCR? On a observé que pour 3 gènes sur 11, il n'y avait pas de réponse différente par rapport à la blessure. Ça veut dire que pour 3 gènes sur 11, pour la LOX, pour CAM et pour STS, en fait, ces 3 gènes-là, qu'il y ait la blessure ou les pathogènes, leur expression ne varie pas entre les deux. Après, on s'est intéressé aux gènes qui étaient induits par Pémine. Donc là, on s'est aperçu que pour Pémine, en fait, il y avait 7 gènes qui avaient une induction plutôt précoce, avec un pic à 48 heures induit par Pémine. Donc les 7 gènes, vous les voyez, c'est PAL, VV17.3, PR10.3, STS8, TL et la TLB et la cell wall invertase. Alors quand on observe ces gènes, là, je vous montre un résultat de RT-PCR pour PAL. Vous voyez en fait que le traitement MOC est en blanc avec l'induction de PAL par rapport au non traité, et vous avez en noir en fait l'induction de PAL par rapport au traitement Pémine. Donc ce qui nous intéresse, c'est la différence de l'intensité de barre entre le MOC et Pémine, et cette différence d'intensité, vous voyez qu'elle a son pic à 48 heures, avec une très forte différence d'expression entre le traitement Pémine et le traitement MOC. Donc on voit aussi que le traitement MOC en fait induit très fortement la PAL de par le traitement à la perceuse. Et cette espèce de background d'expression de gène causée par la perceuse qui nous oblige à aller vers des temps un peu plus tardifs que 10 heures. Mais on avait l'ambition de voir des différences à 10 heures, ce qu'on n'a vu aucunement dans toutes nos analyses. Avec PCH, on voit qu'il y a 7 gènes qui sont induits de façon statistiquement différente par rapport au traitement MOC, avec cette fois-ci un pic d'induction plutôt tardif, qui est plutôt autour de 120 heures. Donc on voit ici l'exemple avec la PAL. Donc on voit ici que PAL a une différence statistique de réponse à 24 heures, à 48 heures et à 120 heures. Et on voit que le pic de différence entre MOC et le PCH, et pour PAL, a lieu plutôt à 120 heures. Ce qui était à peu près le cas des autres gènes qu'on avait observés. Donc vous voyez, il y avait encore la cell wall invertase, la TLB, PIN, STS8, PR10.3, VV17.3 et la PAL. Alors du coup, on a commencé à s'intéresser de voir s'il y avait une différence de réponse entre ces deux-là. Et du coup, cette différence, elle devait être statistique. Donc bien sûr, statistique, ça veut dire qu'on a analysé 27 plans en fait. On a fait des poules, on a fait 25 plans, 5 poules de 5 plans. Donc sur ces poules de plans, en fait, on a analysé la différence statistique de réponse entre la réponse à Pémine et la réponse à PCH. Et donc là, on s'est aperçu qu'il y avait 3 gènes pour lesquels les réponses étaient différentes statistiquement. Donc la PAL, PR10.3 et TLB. Et donc, pour ces 3 gènes, quand je prends l'exemple de la PAL, vous voyez ici qu'à 48 heures, en fait, il y a une différence statistique entre le facteur d'induction causé par Pémine et le facteur d'induction causé par PCH qui est différent statistiquement de celui causé par la blessure. Et on voit à 120 heures, en fait, qu'il y a encore une différence statistique entre la réponse d'expression du gène à Pémine et la réponse d'expression du gène à PCH. On s'est aperçu qu'il y avait un gène qui n'avait aucune différence. Donc, ce gène qui n'a aucune différence, c'est le gène VV10.3. Donc, on voit ici VV10.3, en fait, quel que soit le traitement, en fait, on voit à 120 heures qu'il y a des différences statistiques par rapport au MOC pour ce gène-là, pour les 3 traitements, mais les 3 traitements ne donnent pas de différence en termes de facteur d'induction. On s'est aperçu qu'il y avait 3 gènes qui répondaient plutôt comme Pémine. Donc les 3 gènes qui répondent plutôt comme Pémine, c'est PR10.3, la PIN et la cell wall invertase. Donc quand je dis plutôt comme Pémine, donc là on voit en fait que pour la PR10.3, vous voyez en fait qu'à 48 heures, il n'a pas de différence statistique entre Pémine et le double traitement, alors qu'il y a une différence avec PCH. Et c'est encore le cas avec Pémine et le double traitement quand on est à 120 heures. On voit aussi qu'il y avait 4 gènes qui répondaient plutôt d'abord comme PCH et après plutôt comme Pémine, ce qui était assez particulier. Parmi ces gènes, il y avait la PAL, donc on voit PAL. À 24 heures, on n'est pas capable de distinguer les 3 traitements champignons seuls ou champignons ensemble. À 48 heures, on voit que c'est plutôt comme, c'est plus proche d'une réponse avec PCH, puis après, c'est plutôt comme une réponse avec Pémine. Et ça, c'était le cas pour 4 gènes. Après, la question qu'on s'est posée, du coup, c'est de se dire je vous ai pas mis le truc, en fait. J'ai oublié les diapositives. Ah non, c'est bon, excusez-moi, j'ai un peu perdu le fil. Pardon, je suis désolé.
Je reviens à mon rail. Et du coup, en conclusion de ces analyses, ce qu'on a réussi à montrer, en fait, c'est qu'il semble y avoir une signature spécifique à l'échelle transcriptomique à chacun des pathogènes. Donc, chacun des pathogènes, en fait, est perçu par un système différent qui va entraîner des régulations d'expression gènes différents, au moins sur ces 11 gènes. La signature caractéristique du partenariat est encore un peu floue à cette échelle-là, donc on a des pistes qui nous disent oui, il y a peut-être quand même des différences, mais les différences statistiques sont jamais très très puissantes. Donc du coup, on a enchaîné avec ça sur le travail sur un transcriptome et sur un métabolome. Et du coup, sur le transcriptome et sur le métabolome, en fait, en gros, on interagit dans le cadre d'un projet PSPC qui s'appelle Solstice avec différentes entreprises, et on interagit avec le LRSV et avec le séquençage au niveau de la plateforme Genotool pour avoir un séquençage RNA sec de traitement avec PEMIN et PCH. Donc en conclusion, par rapport à cet axe-là, je vais essayer de développer la conclusion un peu plus large pour que vous ayez une vision un peu plus globale de ce que je vous ai présenté aujourd'hui par rapport à l'ensemble de ce qu'on fait sur notre pathosystème. Donc bien sûr, notre pathosystème, il cherche aussi à répondre à la filière vitivinicole pour apporter des solutions. Donc pour apporter des solutions, je ne vous l'ai pas dit, mais on a développé au cours des dernières années en fait un diagnostic moléculaire qui est utile à la pépinière pour caractériser les taux de contamination des plants en sortie de pépinière. On a aussi ce modèle, il nous permet de tester l'efficacité de solutions au laboratoire sur leurs effets inhibiteurs de croissance fongique et sur le fonctionnement physiologique de ces inhibiteurs de croissance. Donc on travaille sur l'ozone grâce à notre modèle, mais on travaille aussi sur des agents de biocontrôle en fait. Et sur la partie compréhension des interactions, vous avez compris qu'on a travaillé beaucoup sur la colonisation avec la pathogénèse tissulaire de PCH, avec les niches de colonisation de PEMIN et PCH. On travaille on a des pistes de travaux pour essayer de comprendre en fait où seraient les niches de colonisation des agents de biocontrôle en parallèle. Et enfin, au niveau des réponses du bois, on travaille sur la mise en évidence de la perception des champignons associés à l'ESCA, avec une mise en évidence que ce soit métabolomique, transcriptomique, pour bien caractériser en fait que ce tissu du bois en fait a des capacités de distinction des pathogènes et que les pathogènes, eux, dans leur processus d'attaque, vont jouer, comme le démontre un peu le modèle d'invasion, avec ces réponses pour optimiser leur virulence. Et enfin, on a lancé un projet depuis janvier qui est en cours maintenant, où on travaille sur l'étude des microbiomes de bois jeunes. Et notre objectif, c'est un peu de travailler sur l'influence de ce microbiome sur les réponses de défense du bois, pour savoir en fait si l'environnement microbiotique d'un bois peut être facteur de modification de réponse du bois aux agents pathogènes. Alors, je voudrais maintenant vous remercier bien sûr pour votre attention. J'espère que j'ai pas été trop long. Mais je voudrais remercier aussi mes collègues de Purpan qui en fait travaillent beaucoup dans ces projets-là. Donc, je pense à Frédéric Bielot qui n'est pas dans PPGV, mais qui est le directeur du laboratoire et qui gère un peu le laboratoire en fait de Purpan. À Jean, Marielle, Thierry, Christelle, Coralie qui sont dans PPGV. J'ai une pensée particulière pour tous les thésards présents et passés, Jérôme, Romain, Anna et Myrna. Il y a tous les stagiaires qui ont bossé avec nous. Il y en a une tripotée. Tous les ans, on a plusieurs stagiaires en fait, qui travaillent sur les maladies du bois. Sur la partie finance, donc on est financé par l'INP, des appels à projets INP. Purpan nous finance en fonds propres. L'Université de Toulouse, on a été partenaire d'un COST sur les maladies du bois qui nous a permis d'interagir beaucoup avec nos partenaires européens qui travaillent sur les maladies. Le ministère de l'Agriculture, la région Occitanie, la BPI qui nous finance dans beaucoup de projets autour des maladies du bois. On a des interactions académiques. Donc, on travaille en microscopie, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Je vais dire malheureusement parce que, en fait, les travaux de microscopie ont été faits en interaction avec un institut autrichien à Touln, qui est partenaire de la BOKU, l'Université de Vienne. On travaille bien sûr avec le LRSV sur les métabolomes et je pense qu'on a des réunions assez régulières autour de ça. On travaille bien sûr avec l'IFV, l'Institut français de la vigne et du vin. On travaille avec le LCA pour développer des solutions de protection. On travaille avec l'Université de Riverside sur cet aspect métagénomique. Et après, on a tous les partenaires industriels, donc des partenaires qui sont historiques, LVVD, qui ont permis de développer des outils diagnostiques avec Océania, des pépinières, parce qu'on travaille sur des plants jeunes, donc du coup, notre partenaire de la filière, c'est les pépiniéristes vitivinicoles, qui nous proposent des plants jeunes. On travaille avec des différents organismes en fait, qui développent des solutions et pour lesquelles on les teste, Agroxym, l'Allemand, Agronutrition, Belchim. On ne travaille pas tout le temps avec les 4 en même temps, mais on a travaillé avec tous au cours des dernières années. Et donc, je vous remercie encore pour votre attention et j'espère
J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Et du coup, bien sûr, si vous avez des questions, il n'y a vraiment aucun problème pour que je puisse répondre à vos questions. Ah oui, merci beaucoup. Mais merci, Alban, pour ta présentation avec un exercice qui est difficile parce que mixte, hein, présentation du site, présentation du, des activités d'équipe et présentation scientifique. Bon, mais tu as répondu complètement à l'attente qui était proposée, justement, de présentation générale. Merci à toi et félicitations pour cette présentation. C'est toujours frustrant parce que lorsque l'on fait une présentation en visio, on n'a même pas les félicitations par applaudissement, mais bon, le cœur y est. J'ai oublié, j'ai omis, hein, j'ai mal fait mon travail de présenter quand même tes activités précédentes. Donc, tu as eu une formation, comme on l'aura compris, quoi, sur les aspects interaction plante-micro-organismes. Et d'ailleurs, j'ai appris que tu avais bossé aussi en postdoc sur les symbioses mycorhiziennes. Oui. Avec Marcel Bourreur. Exactement. Donc, bon, voilà, ça correspond à un panel de compétences qui correspond aussi à des centres d'intérêt que nous avons sur site. Entre-temps, j'ai aussi fait un postdoc à Colmar, en fait, qui était plutôt en ATER, mais qui n'était pas dans le même projet de recherche que ma thèse. C'était un peu particulier, parce que souvent les ATER sont liés à des projets de recherche liés à la thèse, mais en fait, moi, j'ai fait un ATER sur un autre projet de recherche, en fait. Très bien. Donc, du coup, voilà. Sur il y a des questions qui apparaissent sur. Ouais, je les vois, donc je peux proposer de répondre si tu veux. Oui, mais ça correspond. Je vais couper la première avec une autre. Tu as cité justement en Autriche, là, j'ai vu que tu avais publié aussi avec un collègue ex-ENSAT. Exactement. Avec Stéphane Compon. Donc vous avez toute l'histoire de pourquoi on a travaillé avec l'Autriche. D'accord, voilà, c'est ça. C'était juste pour te dire qu'on a une très très belle plateforme d'imagerie. Je sais, c'est pour ça que j'étais un peu gêné de présenter ces résultats. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Stéphane est arrivé à Toulouse et on a fortement interagi ensemble au tout départ où il était là. Et en fait, on co-encadrait une thèse ensemble, parce qu'on co-encadrait la thèse de Romain tous les deux. Et quand il a démissionné ou qu'il s'est mis en disponibilité et qu'il est parti en Autriche, il nous a laissé un peu le bec dans l'eau en se disant bah, comment on va faire. Et il nous a dit non, je ne vous abandonne pas, on va continuer à travailler ensemble. Et du coup, en fait, Romain est parti en Autriche pendant 3 mois pour faire toutes les manips de microscopie avec lui en Autriche. Et du coup, ça s'est fait sur un concours de circonstances, mais on a quand même été connecté avec des chercheurs de la BOCU qui sont des microbiologistes et qui ont beaucoup travaillé sur la transcriptomique des pathogènes en réponse aux tissus du bois. En fait. Et avant que tu passes la liste des questions là, qui sont proposées par les collègues aussi, je profite désolé chers collègues, de prendre un peu plus la parole. Là. Justement, en termes de collaboration, pour l'ESCA, j'avais déjà entendu là, des collaborations, des travaux par des collègues, notamment à Bordeaux. Oui. Patrice Ray qui travaille là-dessus, là, j'ai vu, notamment des aspects microbiome. Ouais. Comment tu envisages d'aborder ces aspects microbiote ou microbiome là, c'est un point que tu as abordé justement sur l'ESCA. Alors du coup, en fait, sur le microbiome du plan jeune, on est en train de travailler dessus, en fait, avec donc le partenaire américain, donc Philippe, qui en fait lui a un financement du USDA en fait pour faire de l'analyse de microbiome de pépinière. Et du coup, on travaille avec les pépiniéristes en ce moment à construire un projet. Et du coup, bien sûr, il y a des projets dans le cadre du plan de dépérissement qui sont sur leur fin. Et du coup, on va approcher. En fait, là, on essaye de travailler avec des gens de Dijon sur la microbiologie, essayer d'approcher les gens de Colmar sur des réponses physiologiques du bois qui nous intéressent. Travailler bien sûr des gens de l'ISVV parce qu'il y a des projets à l'ISVV qui sont totalement en parallèle. Et après, en fait, il y a un contexte plus général sur les maladies du bois, qui est le fait qu'il y a un groupe de travail français sur les maladies du bois qui rassemble en fait tous les labos français qui travaillent sur les maladies du bois. Et donc dans ces labos-là, il y en a à Reims, il y en a à Dijon, il y en a à Poitiers, il y en a à Colmar, il y en a à Bordeaux, il y en a à Montpellier, il y en a à Toulouse. Et on se réunit régulièrement et on échange sur nos pratiques, sur nos modèles. Et du coup, bien sûr, qu'on interagit avec les membres de l'UMR, de l'ISVV à Bordeaux. Patrice Ray était membre du jury de thèse de Romain. Donc on est connecté avec eux. Le truc étant, c'est que on est aussi enseignant-chercheur et on essaye d'optimiser le ratio projet écrit, projet financé. Et du coup, quand on sent un filon de projet écrit qui va être financé,
on se disperse pas trop et on essaie de mettre toute l'énergie sur un projet. Donc on a mis pas mal d'énergie sur le solstice qui nous a pris pas mal de temps à construire. On avait un projet en cours après, en parallèle, sur les protections des plants à la pépinière. Voilà, en fait, on n'a pas assez de temps. Donc du coup, Oui, voilà. oui, mais que les projets aussi des activités, c'est normal. Je suis les questions de Mathieu, je suppose là. Y a-t-il une variabilité des résistances chez la vigne à l'ESCA? Alors, il n'y a pas de résistance, mais il y a une variabilité de symptomatologie. Donc, on peut appeler ça une variabilité de résistance, mais c'est parce que je ne sais pas dire si c'est une vraie variabilité de résistance. Ce qu'on a, c'est une variabilité d'expression des symptômes. C'est-à-dire qu'il y a des cépages qui sont extrêmement symptomatiques. C'est-à-dire que quand on va penser à l'uni blanc, par exemple, qui est un cépage qui est plutôt présent dans la région nantaise principalement, l'uni blanc est très, 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 très sensible. Et on va avoir des cépages comme le pinot noir qui vont être moins sensibles. Mais il n'existe pas de cépages résistants à l'escar. C'est pas au niveau du porte-greffe. Ça rejoint la question de Laurent Noël qui est après. J'ai peut-être sur en fait les mécanismes d'infection. Est-ce que c'est au système racinaire? Est-ce que ce sont des blessures qui favorisent? Alors, ça a été beaucoup travaillé, ça. Alors, il y a deux axes. Nous, on travaille sur un modèle précoce. Et donc, sur notre modèle précoce, on a pu montrer que quand on met des spores de pémine et de PCH dans le sol, dans un plant qui n'est pas contaminé avant, le plant va être contaminé. C'est-à-dire qu'il y a une contamination qui se fait au niveau racinaire. Ça, c'est sur notre modèle, on a montré qu'il y avait une contamination racinaire, et c'est les travaux de thèse de Jérôme Pouzoulet. Par contre, au niveau du vignoble, ce sur quoi nous, on ne travaille pas, en fait, à PPGV, en fait, on ne travaille pas sur le vignoble, mais c'est connu, en fait, qu'il y a des contaminations qui ont lieu au vignoble au moment de la taille, principalement, et dans des conditions climatiques particulières. Mais est-ce que vous travaillez du coup sur les porte-greffes? Bah nous, en fait, on travaille pour le moment, on a toujours travaillé que sur des greffons. C'est-à-dire qu'on travaille en fait sur des boutures de l'année. Parce que ce que j'ai pas dit et que je vais vous dire, c'est que malheureusement, en fait, le process de pépinière qui est de faire des greffés soudés, au moment où on fait des greffés soudés, il y a un pourcentage de plants greffés soudés qui vont être contaminés par les agents pathogènes de l'ESCA. Ce qui fait que pour nous, quand on travaille sur un modèle d'infection, bah, on n'est pas sûr que le plant qu'on affecte, il n'est pas déjà infecté. Et du coup, on n'a pas de traitement zéro. Ce qui nous a emmené vers le travail uniquement sur des boutures. Parce que nos boutures, on n'a jamais détecté PCH et pémine sur des boutures. Okay. Voilà. Question de Bernard, pardon. Et après, du coup, c'était pour répondre sur le porte-greffe. Le problème du porte-greffe, en fait, c'est qu'il n'est pas en partie aérienne au vignoble, en fait. Et du coup, on a tendance à. On n'a pas assez de travaux, on n'a pas assez développé de travaux de contamination racinaire. Et notre contamination racinaire était complètement idiote, en fait. Celle qu'on a fait avec Jérôme. Parce qu'on a fait une contamination racinaire sur des racines de Cabernet Sauvignon. Ce qui n'a pas vraiment de sens parce qu'il n'y a jamais de racines de Cabernet Sauvignon dans la nature, en fait. Oui, effectivement. Voilà. Enfin, je ne voulais pas dire que c'était idiot, pardon, mais effectivement, c'était idiot quand même. C'est ce que je voulais dire. Pardon. Bon. Question de Bernard Dumas. Comment explique-t-on que deux champignons soient toujours associés? Quel est leur comportement en culture in vitro? Alors, ils ne font pas de compétition en culture in vitro. Enfin, il n'y a pas d'antibiose de l'un sur l'autre en culture in vitro. Ils ont tendance à pousser tous les deux normalement. Comment explique-t-on que les deux champignons soient associés? Moi, je pense que j'aurais l'approche inversée, en fait. On n'arrive pas à l'expliquer. On essaye de trouver des méthodes. Nous, dans notre travail, on travaille sur le partenaire plante, mais nos partenaires microbiologistes, en fait, d'Autriche, travaillent sur le partenaire champignon. Et du coup, ils développent on a copublié ensemble. Ils développent des travaux pour essayer d'étudier le transcriptome des pathogènes, comment le transcriptome des pathogènes est influencé par un des pathogènes et influencé par le bois. On a publié sur l'aspect bois. À ma connaissance, on n'a pas encore de résultats discutés autour des transcriptomes influencés par les autres champignons, mais on n'arrive pas à expliquer qu'ils soient toujours associés, mais on les trouve toujours tous les deux. Bien. Les champignons s'attaquent-ils à d'autres plantes? Oui, il n'y a pas de spécificité d'autres. Il y a d'autres maladies du bois dans d'autres arbres, en fait. Mais c'est des pathogènes qui ont besoin de plants lignifiés, en fait. Et après, vous n'avez pas développé d'approche de lutte biologique? C'est-à-dire par d'autres champignons? Oui, du biocontrôle. Si, en fait, on a Solstice, c'est un projet de recherche qui s'intéresse au biocontrôle. Donc, on travaille. Alors, le problème des biocontrôles, c'est que souvent, ils sont associés à des entreprises. Donc, du coup, on a été plus souvent prestataire de services ou collaboration. J'essaie à tout prix de faire plutôt des collaborations. C'est-à-dire, en gros, un partenaire qui développe des biocontrôles nous dit, tiens, j'aimerais bien tester ce biocontrôle-là
sur votre modèle pour voir s'il y a un effet d'inhibition de croissance in planta de la présence de biocontrôle. Donc, on est copropriétaire des résultats, mais c'est une demande de celui qui a le biocontrôle. Nous, on n'est pas microbiologiste, donc on n'a pas comme objectif d'identifier des agents de biocontrôle. Mais par contre, ça, dans Solstice, en fait, on travaille sur des agents de biocontrôle pour essayer de caractériser leur mode de fonctionnement au niveau du bois. Bon, très bien, merci. Moi, je ne vois pas d'autres questions. En tout cas, on approche de l'heure. Ah oui, une question qui arrive. Les deux champignons sont-ils réellement associés dans la plante ou ont-ils leur territoire respectif? Alors, le problème pour le moment, c'est qu'on n'a pas encore été assez loin sur la microscopie parce que, au tout départ, pour faire un peu toutes les histoires, au tout départ, quand on a lancé le projet localisation des niches de colonisation, dans l'imaginaire de Stéphane et dans mon imaginaire à moi, on allait aller vers de la fiche, en fait. C'est-à-dire qu'on allait vers de l'hybridation in situ avec des sondes fluorescentes pour pouvoir faire avec des champignons non OGM de l'analyse de niche de colonisation des deux champignons en même temps avec deux fluorochromes différents. Malheureusement, la fiche n'a jamais marché, on n'a jamais réussi à avoir une sonde efficace. Et du coup, on a été vers l'utilisation des OGM, en fait. Et du coup, on a fait des GFP. Et on n'a fait que des GFP. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait un RFP on n'a pas fait un DSRED, on n'a pas fait un YFP. Et on a deux GFP. Et du coup, on n'arrive pas, on n'a pas l'outil pour analyser les deux en même temps. Voilà. Et du coup, ça reste quand même un travail qu'on voudrait faire, mais pour le moment, il n'est pas financé. Donc, ça reste un projet à faire. Et je pense que ça tournerait autour d'un projet qu'on pourrait travailler sur les niches de colonisation en développant des OGM différents, mais en connexion avec des agents de biocontrôle, pour essayer de voir en fait si on peut arriver à travailler sur ces champs de bataille internes au bois. Et une dernière question, puisqu'on arrive à l'heure là, de Mathieu. Y a-t-il une spécificité entre les couples de champignons? Alors, j'arrive pas très bien à comprendre par rapport à la spécificité, c'est-à-dire en fait. Mathieu travaille en bactériologie, donc les questions sur les champignons. Non, mais je voulais simplement demander, c'était mal écrit, est-ce que quand on a un couple de champignons qui infecte une plante, ces couples-là, c'est toujours les mêmes souches, les mêmes variants, ou est-ce qu'il y a des spécificités? C'est-à-dire que si on prend le PMIN et le PCH, il y a une spécificité dans leur interaction. C'est que si je prends un autre PMIN qui était avec un autre PCH, ils ne marcheront pas ensemble. Alors du coup, pour répondre à la question, je vais répondre en faisant un pas de côté. Au champ, il y a différentes souches de PMIN et PCH qui ont été identifiées et qui sont vendues par CBS. C'est-à-dire que nous, en fait, quand on travaille sur un moyen de lutte un peu spécifique, on va quand même essayer de travailler sur différentes souches. Après, la majorité de notre laboratoire travaille sur une souche particulière qui est tout le temps la même parce qu'on est sur un modèle et du coup, dans notre modèle, il y a une génétique de vigne et il y a une souche de champignons. Je n'ai aucune connaissance sur les spécificités entre les différentes souches de PCH et de PMIN à ma connaissance. Nous, on travaille sur une souche de PMIN et une souche de PCH. Et à ma connaissance, j'ai pas connaissance de travaux sur les spécificités de souches entre des PMIN et PCH sur leur interaction entre eux, en fait. Et je suis désolé de ne pas pouvoir répondre plus que ça à la question. Bon, merci Alban. J'ai une petite question aussi par rapport à Purpan. C'est vrai qu'on a moins d'interrogations, on a moins d'interactions, nous-mêmes avec Purpan. Est-ce que les élèves ingé de Purpan font des stages laboratoires? Est-ce qu'ils ont, on va dire de façon générale, on comprendra, est-ce qu'ils ont un appétit pour une poursuite en recherche? Alors, par rapport à l'ENSAT, pour répondre honnêtement, la fréquence est plus faible. C'est-à-dire qu'on est, par rapport aux écoles d'ingénieurs publics, en fait, la fréquence de doctorants en sortie de Purpan est plus faible. Mais on en a quand même. C'est-à-dire qu'on a quand même des étudiants qui sont intéressés par la recherche. Je pense même qu'il y en a un au LRSV en ce moment, Jean Keller. Ah bon? Je crois que Jean Keller a fait Purpan, en fait. Ah oui, d'accord. Oui, il a fait Purpan et en fait, il a fait une thèse derrière. Et du coup, maintenant, il est en postdoc, je crois, au LRSV. Oui, alors, dans les autres noms qui me viennent comme ça, je pense qu'il y a… il est au LIPM, excusez-moi. Je suis désolé. Donc, il est au LIPM. Je crois qu'il y a Mathieu Plâtre qui doit tourner autour du LRSV en ce moment. Ne nous les liste pas. Je suis déjà impressionné que tu retiennes quelques noms comme ça de bon parfait. Mathieu, en fait, j'ai été le voir à San Diego au mois de février. On a passé un bon moment ensemble au Solc parce qu'en fait, j'étais tuteur de son stage de MFE, en fait. Ouais, d'accord. Donc du coup, voilà, c'est-à-dire qu'on a, alors ce qui est ce que je trouve assez interpellant,
c'est que souvent, les étudiants à Purpan qui partent vers une thèse, dans mon domaine, alors il y en a qui partent en thèse en agro, il y en a qui partent en thèse en géographie, il y en a qui partent en thèse en économie, donc il y a des thésards dans différents champs de recherche, mais ceux avec qui je reste en contact parce qu'ils partent en recherche en biologie végétale, souvent en fait ils intègrent des bons laboratoires. On a une étudiante qui est partie en thèse à l'IBMP à Strasbourg, qui est en thèse avec sur les mitochondries, je crois, sur les ARNT, la maturation des ARNT de mitochondries, donc elle est partie en thèse là-bas. On a une étudiante qui était partie en thèse à Normal Sup à Lyon, qui maintenant est en postdoc en Angleterre et qui a travaillé sur la croissance des tubes polliniques chez Arabidopsis. Donc voilà, on a des étudiants en fait ceux qui ont une appétence pour la recherche fondamentale, ils y arrivent bien, et ils sont plutôt contents d'en faire. Et on reste en contact avec eux, très très fiers. Et donc Jean est bien au LRSV, parce que du coup Virginie. Oui, c'est sûr, c'est ce qu'on avait dit. Ouais. D'accord. Ok, merci beaucoup, merci à tous pour vous être connectés. La présentation va être présentée. Vous l'aurez compris, donc pardon, ce n'est pas vexant pour toi, Alban, hein, mais il s'agit d'une petite structure, mais qui, ah non, mais on le sait ça. Qui renforcerait un axe que nous avons déjà, et notamment avec des objectifs aussi vers les applications agricoles, même si tu as tenu à nous présenter des aspects, on va dire, comment on pourrait dire ça, de scientifiques robustes, au sens où c'est plus classique par rapport aux approches des laboratoires LIPM, LRSV, GBF notamment. Voilà. Il y a d'autres thématiques aussi qui pourraient être développées et que l'on aura à connaître là-dessus. Bien sûr. Pour conclure aussi, je dirais que c'est une discussion que l'on aura dans le cadre pour formaliser, on va dire, une interaction, si elle devait avoir lieu, dans le cadre du comité de direction de l'AFR, c'est-à-dire avec tous les directeurs d'unité, qu'il y a différents types d'associations, hein, que l'on soit laboratoire, membre ou partenaire. L'idée, c'est aussi d'échanger des informations et d'aller vers de l'animation scientifique. Et pour conclure tout à fait, je profite qu'il y a encore au moins 2 DU connectés, hein, et certains qui soient connectés parmi vous. C'est un message que je viens de recevoir. Eh bien, comme quoi, je peux vous annoncer le début des travaux du plan campus pour février 2021, dans le sens où les dernières signatures ont eu lieu. La notification des marchés sera bien faite, comme ça avait été suggéré, hein, courant novembre. Donc, voilà, tu assistes en direct, Alban, à une nouvelle qui va réjouir tout le monde, quoi. Je le vois en réponse. Et ouais. Je vais répondre oralement à Bernard, parce que Bernard a posé la question par rapport aux plateformes expérimentales. Donc, dans la présentation d'aujourd'hui, je ne vous ai pas du tout parlé des labos et je ne l'ai pas fait, je suis désolé, donc on n'a pas le temps on n'a pas le temps de tout présenter. Mais Bernard disait qu'on a une plateforme Toast, en fait, avec des chambres de culture particulières, avec des atmosphères contrôlées, avec des spécificités sur l'étude des composés oxydatifs. On a un SIFT, donc un analyseur de COV. On a une plateforme de AFFF. Donc on a des outils de laboratoire qui sont bien sûr accessibles pour tout. On fera une annonce aussi, une présentation à travers le site web de l'AFR de description comme ça des outils, des plateformes qui seraient accessibles. Voilà, bien sûr. Voilà. Ça sera un moyen justement de montrer les intérêts réciproques. Dernière question, est-ce que j'ai des infos pour Trump et Biden? Non, aucun des deux ne m'a écrit, et à juste titre, et c'est très bien. Quant à Mathieu, tu t'es trompé, il ne fait pas un bid, il a du bid. Oh pardon, c'est hors de propos. Allez, mais après, Trump ne sera pas élu. Bien. Donc merci encore à vous. Hein. Merci encore pour cette présentation. Et à très bientôt, de toute façon. Nous avons, pour notre part, un comité de direction qui est prévu en décembre. Donc, Alban, on te fera un retour. Ok, merci beaucoup. Merci, au revoir. Et donc à bientôt. Ciao.